combien d'entre vous veulent atteindre l'abondance financière, mais en même temps en étant assez prudent? Pendant combien de mois? Ou j'allais même dire, pendant combien de jours pouvons-nous subsister si nous n'avons pas reçu la récolte mensuelle qui est en fait le salaire? Nos parents avaient un cycle d'un an, n'est-ce pas? Nous avons maintenant un cycle mensuel de 30 jours. Mais si le salaire ne tombe pas, pendant combien de temps avons-nous prévu une réserve alimentaire comme les parents le prévoyaient pour effectivement pousser vers une résistance pendant de longs mois jusqu'à la prochaine récolte? Bienvenue à l'épisode 22 de notre émission Vivre libre, passionné et heureux. Comme nous l'avons commencé précédemment, nous avons choisi de partager avec vous 5 sagesses, n'est-ce pas, 5 leçons autant pour moi de finances personnelles inspirées par la sagesse africaine. Nous avons commencé hier, n'est-ce pas, à transformer votre vie en partageant une première leçon qui était sur la puissance de la solidarité. Aujourd'hui, la deuxième leçon va nous porter sur l'équilibre entre l'abondance et la prudence. Alors, comment ça se manifeste? On va rentrer dans le vif du sujet parce qu'en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, pour avancer, il faut qu'on aille puiser aussi dans nos racines. Des choses qu'on a vues autour de nous en évoluant, mais qui parfois ne sont pas assez bien prises en compte. Alors, je suppose que vous n'êtes pas nouveau sur la chaîne, mais si c'était le cas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager ce contenu, car nous sommes ici pour vous aider à prendre le contrôle de vos finances personnelles et surtout de construire véritablement votre liberté pour être capable de choisir, de faire ce que vous aimez faire avec les personnes que vous aimez et dans l'environnement que vous souhaitez. Et ça s'appelle atteindre véritablement la sérénité financière. Alors aujourd'hui, comme je disais, la leçon 2 porte sur l'équilibre entre abondance et prudence. Je commencerai par une question. Combien d'entre vous veulent atteindre l'abondance financière, mais en même temps en étant assez prudent? Alors, vous savez, nous, on est des êtres humains et très souvent, notre esprit continue à se balader, à regarder plusieurs aspects de ce qui nous arrive chaque jour. Il arrive des jours où tout va bien, n'est-ce pas? Quand tout va bien, qu'est-ce que nous avons tendance à faire? Quand tout va bien, habituellement, quand tout va bien, on se dit que tout ira bien éternellement. Donc, on a tendance à relaxer un tout petit peu, on a tendance à négliger de faire certaines choses qui nous permettront d'être à l'aise quand tout n'ira pas bien. Mais de la même façon, quand tout va mal, qu'est-ce qu'on cultive aussi dans notre esprit? On se dit que comme tout va mal, tout ira de mal en pire. Et d'ailleurs, parfois, on commence à prédire que le lendemain sera pire que le jour d'après. Et que ce soit un cas ou l'autre, ça ne peut pas nous servir en matière de gestion de nos finances. Quand tout va bien, il faut se dire que demain, tout peut aller mal. Donc, ça veut dire même dans l'abondance, il faut qu'on essaye de cultiver un peu de prudence. Et de l'autre côté, quand tout va mal, il faut se dire que même dans le plus profond des pétrins dans lesquels nous pouvons nous retrouver sur le plan financier, même dans le plus grand stress financier, la lueur d'espoir qui pointe à l'horizon peut nous amener à penser que demain tout va aller mieux. Si on ne pense pas que demain tout va aller mieux, on n'aura jamais la force de pouvoir aller le faire. Alors, un des moments où moi je me souviens encore où tout allait bien, c'était un des jours où on arrivait en vacances. Quand après une année de dur labeur à l'école, on avait grand plaisir à aller au village en vacances et d'aller retrouver ma grand-mère, celle que j'ai connue le plus longtemps, ma grand-mère maternelle. Et je me rappelle que ce jour était un grand jour. On attendait que nous arrivions, c'était comme une grande fête, les cousins, les oncles, tout le monde était là et parfois même des voisins. Et donc, ce qui se passait, c'est que ma grand-mère, elle apprêtait, on dirait, un vrai festin, avec ces épis de maïs frais, des gâteaux de maïs, des prunes, des arachides. Vraiment, c'était un moment de réjouissance et d'abondance totale. Alors, on se disait que tout était abondant. Et dans mon esprit d'enfant, je me disais, waouh, on va passer 3 mois d'abondance à manger seulement tous les jours. Et est-ce qu'on peut maintenir ce niveau de fête en continu? Mais on se rendait vite compte que les jours d'après, c'est vrai, on continuait de manger, mais c'était pas le même fast, c'était pas avec la même diversité et la même quantité qu'on avait le jour où on arrivait. Et naturellement après, bon, la grand-mère, on programmait les champs. On aimait aussi cette partie-là, hein, aller au champ pour les récoltes de maïs, récoltes d'arachides, récoltes de haricots un peu plus tard. Alors, comment ça se passait? Une fois qu'on a fini ce grand moment de fête et qu'on bascule dans la deuxième partie, c'était la période des récoltes, n'est-ce pas? La période en grandes vacances. Et ce que j'observais, c'est que, bon, on va récolter, mais au-delà de ce qui avait été une très très bonne, je vais dire une quantité des premières productions, surtout ce que la grand-mère cultivait autour de la maison, il y avait le plus gros des récoltes qui étaient dans les champs
qu'elles cultivaient à une certaine distance. Donc, on organisait le temps pour aller faire les récoltes et on ramenait le tout maintenant à la maison. Et ce que j'observais, c'était qu'on ramenait de grandes quantités. Alors, on ramenait de grandes quantités. Qu'est-ce que la grand-mère en faisait? L'essentiel était stocké. Stocké où? Alors, en pays bamileke, on dit stocké au grenier. Et dans beaucoup de peuples africains également, on connaît cette culture. Quand on a beaucoup de récoltes, on essaie de conserver une grosse partie au niveau du grenier. Alors, donc, en observant au fil du temps et avec beaucoup plus de recul aujourd'hui, je vois que ce grenier que j'affectionnais bien, parce que j'aimais bien faire une petite fugue et rapidement prendre, quand tout le monde est parfois présent, parfois absent, prendre rapidement, enjamber l'échelle de grand-mère pour aller au grenier. J'observais qu'il y avait toujours une répartition des denrées qui étaient stockées là-bas. Et plus tard, avec l'analyse et avec quelques observations, je me rends compte que le grenier de ma grand-mère avait 3 fonctions essentielles. La première des fonctions de ce grenier-là, c'était la conservation des semences. Donc, même quand on récoltait, on n'allait pas simplement tout jeter au grenier. On prenait une bonne partie qu'on mettait à côté, c'est-à-dire le meilleur de la récolte, on mettait dans un coin donné qui devait servir de semences pour la prochaine récolte. La deuxième partie était la réserve alimentaire. C'est vrai qu'on a récolté, c'est vrai qu'il y a de l'abondance, mais on ne sait jamais. Il va falloir qu'on tienne pendant 1 an jusqu'à la prochaine récolte. Donc, il fallait bien stocker une bonne partie qu'on n'ira pas prendre comme ça du jour au lendemain, non, avec une certaine planification. Donc, première fonction du grenier, conservation des semences. Le meilleur de la récolte était mis de côté pour les semences. Deuxième fonction du grenier, c'était la réserve alimentaire jusqu'à la prochaine campagne. Et la troisième fonction du grenier, justement, c'était l'épargne, parce que je me rendais compte qu'à des moments donnés, quand il y avait des urgences ou des dépenses à faire, la grand-mère demandait de monter et dégrainer un certain nombre une quantité de maïs ou de haricots, et 1 sac, 2 sacs, elle vendait en fonction de ses besoins. Ça veut dire que c'était une façon de conserver, en fait, ces récoltes-là. Alors, ce qu'on peut constater aujourd'hui, en ramenant ça à nos finances, ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que ces 3 fonctions essentielles, premièrement, parlons de conservation des semences, n'est-ce pas? Vous voyez que ce qu'on conservait, ce n'était pas après avoir mangé. Non, c'était le meilleur de la récolte. La question qu'on peut se poser, aujourd'hui, nous, cadres en milieu de carrière, nous, employés, avons-nous des semences de qualité à conserver? Quand on sait qu'au moment où on a reçu notre salaire, on commence à dépenser, on dépense, comme si quelqu'un nous pourchassait. Et malheureusement, après, on n'a plus rien du tout. Et d'après nos statistiques actuelles, avec plus de 4000 répondants, 4 employés sur 5 dépensent plus que ce qu'ils gagnent. Alors, si on dépense plus que ce qu'on gagne, est-ce qu'on peut avoir quelque chose à conserver? Ça va être très difficile. Donc, même quand on réussit à mettre un peu de côté, rapidement, c'est les dettes qu'on avait contractées le mois d'avant qui nous permet de le faire. Et on va même voir certains qui vont aller, il doit chez le boutiquier, il doit à la tontine, alors qu'il a pris le salaire et qu'il a entièrement consommé. La deuxième fonction du grenier qu'on a observé, c'était la réserve alimentaire. La question que je pose à vous qui me regardez en ce moment, c'est pendant combien de mois, ou j'allais même dire, pendant combien de jours pouvons-nous subsister si nous n'avons pas reçu la récolte mensuelle qui est en fait le salaire? Nos parents avaient un cycle d'1 an, n'est-ce pas? Nous avons maintenant un cycle mensuel de 30 jours. Mais si le salaire ne tombe pas, pendant combien de temps avons-nous prévu une réserve alimentaire comme les parents le prévoyaient pour effectivement pousser vers une résistance pendant de longs mois jusqu'à la prochaine récolte? Alors, il y a mon expérience en banque, pendant 18 ans, j'ai vu des personnes qui, à la fin du mois, juste 5 jours après, revenaient déjà demander un découvert. Ça veut dire qu'en réalité, il n'y a même pas du tout de réserve alimentaire. Et ça, c'est dangereux. Vous voyez le comportement que faisaient nos grands-parents, cette attitude prudente dans la gestion. Même quand il y en avait assez, on se disait qu'il y aura des jours où ça va être plus difficile. Alors, troisièmement, maintenant, je voulais parler de la fonction de l'épargne, la troisième fonction du grenier chez nos grands-parents, qui était l'épargne. Quel est le niveau de sérénité financière que vous avez maintenant face aux urgences, n'est-ce pas? Les urgences, c'est une constante. On sait que tout ce qui peut arriver n'est pas forcément prévu. Un cas de maladie, un appareil qui tombe en panne dans la maison, est-ce qu'on a forcément prévu? Non. Mais est-ce que nous avons mis de côté, comme nos parents mettaient du stock de vivres à côté pour pouvoir les vendre le moment venu? Ils savaient qu'ils pouvaient consommer, mais ils choisissaient d'en mettre de côté. Alors, et quand on voyait des occasions importantes au village, mariage, funérailles, et d'autres qu'il fallait aller faire, soit on prenait une partie, soit on convertissait une partie en argent rapidement parce que c'est des denrées facilement convertibles. Mais sur la base de nos données actuelles, les milliers de répondants, les plus de 4000 répondants que nous avons,
80% des salariés aujourd'hui, que ce soit des entrepreneurs, non, j'allais dire des salariés de grandes entreprises ou des jeunes salariés, des dirigeants même, j'allais dire, 80% n'ont pas 3 mois d'épargne mis de côté. Non pas l'équivalent de ce que nos grands-parents avaient mis de côté en termes d'épargne. Alors, on peut quand même s'interroger, n'est-ce pas? Et se dire qu'on a peut-être de nombreuses leçons à aller apprendre, en fait, de la façon dont nos grands-parents géraient. Et les 3 leçons d'aujourd'hui, on doit être capable de les appliquer. Comment est-ce qu'on va les appliquer? Donc, à mon avis, quand nous recevons le salaire, qui est un peu l'équivalent de la récolte que nos grands-parents avaient, il faut qu'on isole d'abord le meilleur de la semence, c'est-à-dire qu'on isole au moins 10% du salaire pour être capable de nourrir et de semer, en fait, la graine qui va germer en termes d'investissement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on se dise qu'il y a la partie réserve alimentaire, n'est-ce pas? Il faut qu'on soit capable de commencer à mettre en place une réserve alimentaire comme le faisaient nos grands-parents, d'au moins 1 mois. Si quelque chose va mal, on peut tenir au moins 1 mois, à défaut de tenir 3 mois. Et avec le temps, on va essayer de pousser cette réserve alimentaire-là à au moins 3 mois, nous qui sommes des salariés. Et la troisième chose qui est extrêmement importante, c'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure, il faut pouvoir conserver les semences, il faut pouvoir avoir une certaine réserve, c'est-à-dire que je mets de côté 10%, je commence par mettre au moins une certaine réserve, au moins d'1 mois. Ensuite, j'essaie de pousser pour aller au moins à 3 mois, qui me permettrait d'avoir une certaine sécurité, ne serait-ce qu'à court terme. Et la question que je voulais vous poser en partant, c'est comment évaluez-vous maintenant, au jour d'aujourd'hui, votre capacité, votre aptitude à la fois tenir compte de l'abondance, mais en même temps de la prudence? Quand tout va bien, quand on reçoit la récolte, quand on reçoit le salaire, quand on reçoit les bonus, comment faire pour en même temps rester conscient qu'il faut en profiter un tout petit peu, mais qu'il ne faut pas oublier que demain arrive? Voilà, c'est la question avec laquelle je vous laisse. Renvoyez-nous en commentaire ce que vous en pensez et surtout partagez avec nous ce que vous faites pour pouvoir intégrer cette leçon africaine-là dans votre vie, cet équilibre entre l'abondance et la prudence matérialisé et symbolisé à travers le grenier qu'on a vu chez nos grands-parents. N'oubliez pas surtout de revenir pour la prochaine leçon qui portera aussi sur un sujet tout aussi passionnant. À très bientôt. N'oubliez pas de cliquer ci-dessous pour vous abonner à notre chaîne et surtout d'activer la notification pour être avisé à chaque fois que nous allons mettre du nouveau contenu en ligne.